PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à 10h, comme chaque samedi, avec Marc Ezrati. Bonjour à vous, Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une nouveauté qui nous est tombée dessus le 1er avril dernier. C'était pas une blague, c'est l'audit énergétique. Il est désormais obligatoire. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça fonctionne? Quels sont ses enjeux? On vous dira tout dans quelques minutes, mais avant ça, les dernières actualités de la semaine. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle IMO, le journal. Le journal de l'immobilier avec Marc Ezrati. Marc, on rappelle, on démarre ce journal par une étude qui montre que les Français seraient de plus en plus nombreux à remettre en question leur projet immobilier en cas de taux supérieur à 3%. Et oui, la hausse des taux de crédit immobilier se poursuit, réduisant d'autant le pouvoir d'achat des futurs acquéreurs. Outre les prêts, le diagnostic de performance énergétique s'impose comme une préoccupation majeure aux yeux des Français. Un sondage Opinionway pour le réseau La Forêt montre d'ailleurs que les Français s'inquiètent toujours autant de leur capacité d'emprunt. Ainsi, 68% des personnes interrogées remettraient en cause leur projet immobilier en cas de taux de crédit égaux ou supérieurs à 3%. Exactement. Et d'ailleurs, chez Patrick Roger, cette semaine, une responsable du syndicat des courtiers disait que c'était dramatique de voir l'accès au logement se rétrécir comme ça. Une autre étude, Marc, montre que l'immobilier sera bientôt réservé à une élite pour près de 3/4 des Français. Et oui, on peut effectivement se poser la question, est-ce que le logement pourrait-il être considéré comme un produit de luxe? C'est en tout cas ce que pensent 74% des Français, selon le baromètre de la Fédération française des constructeurs de maisons individuelles réalisé par l'IFOP. En un an, le chiffre de ceux qui estiment que la propriété immobilière sera bientôt réservée à une élite a bondi de 14 points. Et ce chiffre est d'autant plus important que les primo-accédants modestes ne sont pas les seuls en difficulté. Des profils à plus haut revenu mais qui sont indépendants ou dont l'assurance de prêt est chère se retrouvent eux aussi exclus du crédit immobilier. Allez, direction Angers tout de suite, où une pétition pour la mise en place d'un plafonnement des loyers a été mise en place. À Angers, en Maine-et-Loire, une pétition a effectivement été lancée pour la mise en place d'un plafonnement des loyers dans la ville et son agglomération. En 5 ans, les loyers y ont augmenté de plus de 15%. Le loyer moyen à Angers est aujourd'hui de 13,20 € au mètre carré, un prix au-dessus de ceux d'Aix-en-Provence, de Marseille ou encore de ceux de Lille. Ces dernières années, plusieurs villes, on le rappelle, ont mis en place le plafonnement des loyers à l'instar de Paris, Bordeaux ou encore Montpellier. Les marques Paris, justement, qui continuent à attirer les candidats à la location. C'est ce que montre une autre étude. Ils viennent d'où alors, ces candidats à la location ? Eh bien, Jean-Marie, environ 47% de ces candidats à la location viennent déjà de la région parisienne, selon une étude de Flatlooker. C'est une agence de location en ligne. En plus de ces candidats parisiens, la capitale compte 53% de candidats locataires issus d'autres régions, à commencer par les Lyonnais, qui représentent 8% des candidats à la location à Paris, suivis par les Bordelais. Les Bordelais, justement, sont certes attirés par la capitale, mais les Parisiens aussi affectionnent Bordeaux. Environ 10% des candidats à un logement dans la capitale girondine sont originaires de Paris. Et ça s'est vu d'ailleurs par l'augmentation des loyers à Bordeaux ces dernières années. Quoi qu'il en soit, on termine le journal avec une villa de rêve, une villa légendaire. C'est la villa des Kennedy sur la Côte d'Azur qui a été mise en vente. Et c'est une villa de 1200 mètres carrés avec un parc de 18 hectares. Rien que pour soi, effectivement, ça fait rêver. Et c'est ce qui attend les futurs acquéreurs du domaine de Beaumont. C'est près de Cannes, c'est dans les Alpes-Maritimes. La propriété témoigne, vous l'avez dit aussi, d'un prestigieux passé. C'est ici que le futur président américain John Fitzgerald Kennedy passa ses vacances lorsqu'il était petit dans les années 1930. Alors la propriété est à vendre aujourd'hui pour plus de 31 millions d'euros. La villa comporte en tout 15 pièces, dont 9 suites. La propriété abrite également un court de tennis, une tour ainsi qu'une très jolie piscine, tout en marbre de 20 mètres de long. Bon, écoutez, vous nous l'offrez, puis on verra ce que ça donne. Merci beaucoup Marc Ezrati, restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants. On va parler de l'audit énergétique, cette nouveauté du mois d'avril, avec notre invité Arthur Bernago, directeur des opérations de Helio. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, on parle IMO, le Mac de la semaine.
avec Elio, expert de la rénovation énergétique des logements. Rendez-vous sur elio.com. Qu'est-ce que l'audit énergétique? Cette nouveauté du mois d'avril, on en parle avec votre invité Marc Ezrati. C'est Arthur Bernago. Bonjour à vous. Bonjour. Vous représentez Elio. Bernago, directeur des opérations résidentielles individuelles chez Elio. Alors, comme Jean-Marie l'a dit, depuis le 1er avril, l'audit énergétique est obligatoire, pardon. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Parce qu'il y a déjà ce qu'on appelle un audit énergétique incitatif avant rénovation globale. Est-ce que c'est la même chose? Alors non, c'est pas la même chose, c'est pas le même exercice et c'est pas les mêmes documents qui sont exigés. D'un côté, on a l'audit énergétique réglementaire avec lequel les vendeurs doivent se mettre en conformité. Donc il faut, en plus du DPE qui existe déjà, pour tous les logements qui sont considérés comme passoires énergétiques, donc F et G, à partir du 1er avril, fournir un audit énergétique qui lui est donc réglementaire et obligatoire. Il y a un autre audit énergétique lui aussi qui est plutôt incitatif qu'on va mener dans la volonté de rénover globalement un logement et donc le faire sortir lui aussi potentiellement du statut de passoire énergétique. Donc il y en a un pour le vendeur et un entre guillemets pour l'acheteur ou celui qui occupe le logement qui veut rénover. Alors à partir de 2021, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui est concerné par cet audit? Alors sont concernés, comme on se disait à l'instant, les passoires énergétiques F et G, donc tous les propriétaires de ce type de biens et suivront en 2025 et puis 2034 les classes E et D. Donc le but c'était de cartographier les logements avec le DPE et maintenant c'est de plutôt les faire évoluer avec l'audit énergétique puis des travaux de rénovation. Comment il réalise cet audit énergétique? Alors pour réaliser un audit énergétique, il faut faire appel à un bureau d'études. Un bureau d'études énergétiques. Vous pouvez contacter directement Elio qui se chargera de vous aiguiller vers le bon bureau d'études en fonction de l'exercice demandé, donc si c'est l'audit réglementaire ou l'audit incitatif dans le cadre d'une rénovation énergétique. Et donc celui qui mène cet audit, c'est un bureau d'études. Il y a une question cash qu'on est sur toutes les lèvres. Combien ça coûte un audit énergétique? Alors l'audit énergétique réglementaire dans le cadre d'une transaction immobilière vaut en moyenne aujourd'hui 800 €, même si je pense qu'il va avoir tendance à se brader ou en tout cas le prix va se réduire puisque a priori tous les DPIistes ont commencé à proposer cette formule, mais c'est un exercice qui est plus long et plus complet qu'un simple DPE qui prend une photo du logement. L'audit fait des préconisations de travaux, donc il y a toute une recommandation en plus de l'état et le bilan de la maison. D'ailleurs, quand on parle de temps, on dit que, parce qu'un DPE c'est en général 1 heure, ça serait combien de temps l'audit énergétique? Une demi-journée? Alors, il y a le temps sur place qui est plutôt d'1h30, 2 heures en fonction de la surface du logement. Et après, il y a le temps au bureau de l'auditeur ou de l'ingénieur qui va faire son rapport et faire 3 préconisations de travaux. De la simple sortie du statut de passoire jusqu'au bâtiment basse consommation. Donc, de plus en plus ambitieux. Jusqu'au plus économe. Comment un propriétaire ou un vendeur fait pour choisir un bon professionnel qui va réaliser un bon audit énergétique? Alors, il faut se renseigner sur les bureaux d'études qui sont qualifiés pour, donc sans rentrer dans les détails et le jargon, il y a des qualifications, notamment la qualification OPQIBI qu'il faut regarder, que le bureau d'études doit porter. Alors, la dénomination de chaque lettre, je peux pas vous dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est les experts bureaux d'études énergétiques qui vont procéder à un audit complet et donc une préconisation de travaux, ensuite des préconisations d'ailleurs, puisqu'il y a 2 ou 3 scénarios. Et il y a les entreprises aussi qui seraient labellisées RGE. RGE, on rappelle ce que c'est? Alors, RGE, c'est un label qui signifie reconnu garant de l'environnement. Il y a à peu près 60 000 entreprises RGE en France aujourd'hui, en tout cas 60 000 qualifications. Et le RGE peut être porté par une entreprise sur un domaine de travaux très précis comme l'isolation des murs ou la pose d'une pompe à chaleur. Mais il y a depuis quelques mois ou années un RGE offre globale et qui permet donc à l'entreprise, tout corps d'État, de rénover énergétiquement une maison et donc de mener un audit en amont des travaux. 60-65 000 labellisés RGE, c'est peu sur plusieurs millions d'artisans. Ça veut dire qu'ils ont certainement des carnets de commandes très très fortement remplis, donc des délais d'attente qui vont être plus longs. Oui, et sachant que les 65 000, c'est toutes les qualifications de tous les corps d'État. Une entreprise peut avoir une ou plusieurs qualifications. La qualification offre globale, je crois qu'il y a entre 1000 et 2000 entreprises au moment où on se parle qui portent cette qualification. Donc entre ces entreprises-là, plus les bureaux d'études qualifiés,
a priori, d'instinct, on peut se dire qu'il n'y a pas assez de monde pour les 200 000 passoires vendues par an. C'est la question qui en amène une autre. Hein. Donc, et là, on va parler vrai, Arthur. Est-ce que les outils, est-ce qu'on est vraiment prêt pour cet audit énergétique? Alors, est-ce que les diagnostiqueurs vont pas tomber, les auditeurs vont pas crouler sous les demandes? Certainement que tout le monde va crouler sous les demandes, il va falloir y répondre, il va falloir temporiser et il va falloir faire comme sur beaucoup de sujets autour de l'accélération de la rénovation énergétique en France. Il va falloir former, accompagner, financer. Et c'est notre rôle chez Elio, à la fois auprès des auditeurs en amont, bureaux d'études, les bureaux de contrôle de chantier, Cofraquet et les bureaux de contrôle, c'est un énorme sujet aussi, on a un goulot d'étranglement là-dessus. Et rien que pour faire les travaux, on n'a pas suffisamment d'entreprises qualifiées. Donc il y a depuis quelques années un amont de l'audit, un aval du contrôle du chantier, mais il y a quand même les travaux à faire au milieu et il faut former pour ça et accompagner la filière. Rapidement, est-ce qu'on est prêt là? Non, je dirais qu'on est pas prêt. Tout va bien. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on a monté Elio Academy, c'est pour accompagner les professionnels sur ces sujets-là. Qu'est-ce qu'on risque si un audit énergétique obligatoire n'est pas réalisé? Alors pour répondre simplement, on risque pas grand-chose. Bah voilà. C'est ce dont on pouvait échanger juste avant. En revanche, ce qu'on risque, c'est de ne pas pouvoir vendre son bien. Soit parce que l'acheteur en face va exiger le document et va pouvoir, pour arbitrer, avoir une idée des travaux qu'il y a à faire. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui achètent 4 murs et qui font des travaux et c'est budgété dans le crédit. Mais il y a quand même le notaire aussi qui va exiger ce document à la fin. Donc entre son acheteur et le notaire. Mais justement, la loi climat n'a pas prévu de sanction. C'est complètement absurde. C'est un truc obligatoire, mais il n'y a pas de sanction. Je pense que la loi climat fait confiance au marché, comme pas mal de décisions, en se disant si j'essaie de vendre une voiture. A priori, on a envie de vendre, donc a priori, on n'a pas envie qu'il manque des documents, donc globalement, on le fera, quoi. Il y a ça, donc les documents vraiment pour l'acte de vente doivent être présents, mais il y a aussi, je pense qu'ils font confiance à la pédagogie du grand public et que les acheteurs vont se mettre en position de dire au minimum, je veux voir le DPE, ça c'est la loi, mais en plus, je veux voir des préconisations de travaux pour me projeter. Et tout ça, ça participe à la lutte contre la précarité énergétique, puisqu'on sait que la majorité des précaires énergétiques, c'est qu'ils viennent d'emménager dans un logement où ils avaient mal dimensionné, peut-être fait une affaire sur le prix, mais... En tout cas, mon petit doigt me dit, mon cher Jean-Marie, qu'on n'a pas fini de parler de l'audit énergétique. Exactement, mais en tout cas, il faudra le faire, quoi qu'il en soit. Merci Arthur Bernago d'être passé nous voir. Je rappelle que vous représentez Elio. Tout de suite, le témoin de la semaine. Sud Radio, on parle IMO, le témoin de la semaine. Chaque semaine, on vous présente une personnalité qui a eu une vie particulière avant de tomber dans l'immobilier. Aujourd'hui, on est avec Diane, qui est une ancienne vétérinaire. Bonjour à vous, ma chère Diane. Oui, bonjour. Bonjour Diane. Alors, vous êtes aujourd'hui conseillère immobilier, mais votre parcours est assez singulier car vous étiez au départ vétérinaire et une véto mixte, c'est-à-dire que vous avez soigné aussi bien des animaux de compagnie que des chevaux, ou encore des animaux de rente. On peut rappeler ce que c'est que les animaux de rente ? Alors effectivement, oui, les animaux de rente, c'est tous les animaux qui vont rentrer dans l'alimentation humaine. Donc on va avoir les bovins, les ovins, les caprins. Alors moi, je soignais pas uniquement les animaux qui étaient destinés à la consommation, mais voilà, c'est comme ça qu'on les appelle, les animaux de rente. Donc on va dire les animaux de la ferme. Voilà, les animaux de la ferme en général. Alors, Diane, ce métier de véto, surtout en zone rurale, c'est plus qu'un métier, c'est même essentiel pour le monde agricole. Et chaque année, on voit de moins en moins de vétos dans nos fermes. D'après d'ailleurs le ministère de l'Agriculture, on comptait en 2019, c'est la dernière année où on a des chiffres, que 6500 vétos pour soigner les animaux de rente, contre plus de 18 000 pour soigner les animaux de compagnie. Comment on explique ce chiffre ? Alors, pour moi, déjà, il y a le fait que ce métier est quand même assez rude. C'est-à-dire que quand on est en campagne et qu'on est amené à soigner des animaux qui sont des animaux de la ferme, comme on le disait tout à l'heure, on est en extérieur, voilà, des vaches. C'est des animaux qui peuvent peser jusqu'à 1 tonne. Donc, déjà, voilà, le métier est rude. En plus, quand ils sont malades, c'est pas toujours de 8h à 19h quand il fait un grand soleil. Ça peut être la nuit quand il fait froid. Donc le métier est rude et puis il y a une grosse partie du métier qui vous contraint à mettre quand même un petit peu votre vie personnelle de côté, parce que quand la vache met son petit veau au monde et que vous êtes en plein dîner de famille, vous êtes obligé d'y aller. Donc il y a une concession à faire d'un côté personnel, et puis aussi je pense que c'est un peu la même problématique que les déserts médicaux actuels, c'est-à-dire que les animaux de campagne sont dans des endroits qui
sont peu attrayants sur papier, même si je pense qu'ils peuvent l'être en réalité. Mais c'est vrai que voilà, on se retrouve dans la même problématique, je pense. Alors pour vous, Diane, ce métier de vétérinaire, c'était une véritable passion, notamment pour les chevaux. Alors vous avez quitté, vous, ce métier à cause d'une blessure à l'épaule. C'était une période qui était compliquée, je suppose, pour vous. D'autant, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, ce métier de veto avec les animaux de la ferme, c'est pas de tout repos. Vous me disiez même, en préparant l'émission, que vous avez fini couverte de bleu. Ah bah oui, parce que quand vous avez 500 kilos qui n'est pas forcément d'accord pour que vous le fassiez une prise de sang, il va pas, voilà, il vous bouscule un peu. Donc, alors après, voilà, on s'habitue, on fait attention, mais c'est un métier dans lequel, oui, on peut prendre vite des coups et on est souvent amené à forcer physiquement un veau quand vous le sortez de la vache, Ouais, c'est 60 kilos. Ouais. Voilà, 60-70 kilos. Et bon, on s'habitue, hein, mais c'est vrai que c'est un métier douloureux parfois. Voilà, c'est pas toujours dans la douceur que ça se passe. Alors, vous avez donc choisi de vous reconvertir dans l'immobilier. Pourquoi l'immobilier ? Pourquoi l'immobilier ? Parce que, alors je vais être très honnête avec vous, c'était quelqu'un qui est venu dans ma vie au moment où je me suis posé la question de me reconvertir, parce que pour tout vous avouer, moi j'ai toujours voulu faire veto et je pensais que je ferais toujours ce métier-là dans ma vie. Une opportunité, quelqu'un qui m'a parlé de son métier, qui m'a donné envie de le faire et les avantages de veto, c'est-à-dire l'accompagnement de l'humain, avec l'humain quand même au centre de ce métier, sans les responsabilités et les désavantages peut-être. Hein, voilà, l'opportunité d'être à mon compte. Et, sans les coups de sabot. Sans les coups de sabot. sans les coups de sabot, mais bon, il y a d'autres coups qu'on prend, mais c'est pas les coups de sabot, effectivement. Alors, on sait que le métier est de plus en plus tendu, hein, que c'est un petit peu compliqué en ce moment. C'est quoi votre recette pour attirer des mandats et satisfaire vos clients ? Moi, je pense que c'est voilà, je reste droite dans mes bottes, je reste fiable à mes valeurs. Donc beaucoup d'écoute, beaucoup d'humain. Je rentre pas énormément de mandats, mais je m'en occupe bien. Voilà, je préfère privilégier la qualité plutôt que la quantité. Hein. Exactement, et je travaille au bouche à oreille, donc je préfère avoir peu de clients, mais satisfaits, qui me recommanderont derrière. Vous êtes dans quel secteur ? Vous êtes dans les Landes, je crois. Hein ? Oui, exactement, à côté de Dax. Et c'est une terre où on trouve son bonheur quand on veut acheter une maison. Ah bien sûr. Oui, on n'est pas sur la côte avec la carte postale vendue par. Voilà, je suis un peu dans les terres, mais on a une demi-heure de la côte basque et des plages landaises. On est à 1 heure de la montagne. Non, c'est chouette. On est bien. C'est la campagne. Et en même temps, on a tout à proximité. Si vous êtes de la nature, il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas votre bonheur dans notre région. Eh ben, merci beaucoup, Diane, vous avez pour donné envie votre de vous passion. rejoindre. Ah bah oui. Hein, C'est magnifique, en tout cas. Merci beaucoup. D'ailleurs, il y a un votre standard. Hein, si les auditeurs qui nous écoutent veulent prendre contact avec vous, ils nous appellent. Hein, exactement. 0226 300 300. Revenez quand vous voulez, en tout cas sur Sud Radio. Diane Bayeux, bon week-end à vous. Restez avec nous sur Sud Radio. 0826 300 300, c'est aussi le numéro que vous composez quand vous avez un problème ou alors une question à nous poser qui a trait à l'immobilier. Vous êtes peut-être propriétaire ou alors locataire. Vous avez un problème, on va le résoudre dans un instant sur Sud Radio. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. Comme tous les samedis, on est ensemble jusqu'à 10h avec Marc Ezrati, avec Laetitia Caron aussi. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Directrice générale de particulier à particulier, PAP.fr. Et on est avec vous au 0826 300 300. Chaque semaine, on essaye de rendre service, d'éclairer et de donner une réponse à quelqu'un. Aujourd'hui, on est avec Lisa. Bonjour à vous, Lisa. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes avec Marc Ezrati. Bonjour Lisa. Bonjour Marc. Alors, qu'est-ce qui nous vaut votre appel ce matin ? Alors, j'ai décidé de vous appeler parce que je viens d'acheter un bien à Lille, mais en investissement. Et du coup, je ne sais pas si je dois le louer en vide ou en meublé. Je ne connais pas du tout les avantages ou les inconvénients de la location vide ou meublée. Donc, je vous appelais au secours. Eh bien, écoutez, Laetitia va nous aider à y voir plus clair. Alors, bonjour Laetitia déjà. Bonjour Marc. Vide ou meublé, c'est vrai que la question mérite d'être posée et justement, vous devez être incollable sur la question. Vous mettez un peu la pression, Marc, là. Bonjour Lisa. Alors, bonjour Laetitia. Bon, je vais déjà vous expliquer Lisa, les différences entre louer vide ou meublé, parce que si vous posez la question, c'est que vous savez qu'il y a des différences, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux options. Et en fait, la question va surtout se poser par rapport à ce que vous pouvez vous supporter ou en tout cas aux contraintes que ça peut générer. Alors, bon, déjà d'ordre général, ce que vous allez souvent lire ou entendre dire, Lisa, c'est que la location meublée est considérée comme plus rentable que la location vide.
Mais de l'autre côté, la location vide est considérée comme plus stable parce que les locataires, en général, restent plus longtemps. Il y a moins de turnover de locataires. Et en location vide, il y a aussi un investissement et un entretien qui est moins important qu'en location meublée. Alors, Laetitia, on va faire le point avec vous pour aider au mieux Lisa. Alors, on va déjà, pour enchaîner sur ce que je viens de dire, donc la grande différence entre les deux, vous l'aurez compris, Lisa, pour louer en meublé, déjà, il va falloir investir dans des meubles, puisque en meublé, votre locataire, c'est pas censé arriver, il va arriver et il doit pouvoir s'installer en arrivant avec sa valise, en gros. C'est-à-dire qu'il faut que vous fournissiez les meubles, la literie, les draps, la vaisselle, ça va même jusqu'au balai. Il va falloir que vous fournissiez tout pour qu'il puisse même faire le ménage chez lui. Voilà, donc ça c'est le premier point. Ensuite, il y a d'autres différences à prendre en compte. Le bail en location meublée est conclu pour une durée d'1 an minimum et qui peut être renouvelable. À Lille, c'est à Lille, je crois que vous avez précisé que vous avez investi. Alors Lille, c'est une ville étudiante et en fait, je le précise parce qu'il y a une exception sur le meublé. Vous pouvez faire un contrat étudiant de 9 mois qui, lui, n'est pas renouvelable. Voilà, donc ça peut être un avantage, par exemple, de pouvoir vous dire que vous louez 9 mois un étudiant et puis un petit peu en courte durée, par exemple, l'été. Donc ça peut être aussi à choisir sur une ville qui est assez dynamique, Lille. Voilà, donc ce bail meublé, 1 an renouvelable. Il est renouvelable aussi de façon tacite, c'est-à-dire de façon automatique pour une année, quelle que soit la durée du bail initial. En vide... Je vais d'abord quand même expliquer le vide, Marc. En location vide, en revanche, le bail, il est 3 ans. Donc, ça veut dire que le locataire s'engage sur une durée plus longue. Il se renouvelle automatiquement pour une autre période de 3 ans, aux mêmes conditions de loyer, sauf si vous décidez de mettre un terme au contrat de location. Alors, Laetitia, moi, quand j'étais jeune, ça remonte, pas tellement. J'étais locataire et célibataire, il y avait une durée de préavis différente. Alors oui, vous avez bonne mémoire. En fait, ça remonte pas si loin que ça. Un peu quand même. Alors, en fait, pour le propriétaire qui loue en meublé, alors là, on parle du préavis du propriétaire, donc c'est-à-dire du propriétaire qui donne congé. Le préavis du propriétaire en meublé, il est de 3 mois et il est valable uniquement pour l'un des 3 motifs prévus par la loi, qui est soit de vendre le bien, soit pour l'habiter lui-même ou un de ses proches, ou pour un motif légitime et sérieux, par exemple, comme le non-paiement des loyers et des charges par le locataire. Côté locataire, en revanche, c'est très différent. Ça peut être beaucoup plus rapide puisque le locataire, lui, en meublé, peut donner un préavis en donnant un préavis d'1 mois. En location vide, le propriétaire, lui, a un préavis de 6 mois avec les mêmes types de conditions. Le locataire est soumis sur une ville comme Lille à un préavis d'1 mois parce que c'est ce qu'on appelle une zone tendue. Et dans une zone non tendue, c'est-à-dire plutôt dans les zones rurales ou les villes moyennes, c'est un préavis de 3 mois. Voilà. Donc là, vous voyez, ça dépend un peu de l'usage que vous voulez faire de ce logement, Lisa. Mais si en fait c'est un investissement et que vous ne prévoyez pas de le récupérer, on va dire qu'il n'y a pas à vous poser la question du congé de votre côté. Est-ce que vous avez déjà les clés de votre studio ? Non, pas encore. Je les aurai dans à peu près 1 mois et demi, si tout va bien. Ok. Alors là, je vais vous parler un peu du côté financier qu'il faut prendre en compte aussi pour faire votre choix. Le premier, donc, le loyer en location vide. À Lille, vous êtes soumis à l'encadrement des loyers. En général, en meublé, vous êtes plus élevé. Enfin, le loyer va être plus élevé de 10 à 15%. Donc voilà. Donc ça peut être un critère à prendre en compte aussi pour votre choix. Voilà. On espère que ça vous répond, Lisa. Vous y voyez plus clair ? Oui, bien sûr, bien évidemment. C'était l'objectif. Écoutez, bonne chance, profitez bien de la capitale des Flandres en tout cas. Merci beaucoup. À vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, 0826 300 300, même genre de questions. Laetitia est là pour vous répondre. Tout de suite, on voyage. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Enfin, d'abord on voyage et ensuite peut-être on emménage, Marc. Alors, Laetitia, on part où avec vous ce matin sur PAP ? On va à Montréal. Montréal. Mais pas au Canada, dans le Gers. Dans le Gers. Je vous emmène dans le Gers. Montréal, c'est un des plus beaux villages de France. C'est un village, en fait, c'est ce qu'on appelle une bastide. C'est un village fortifié.
qui est composé de maisons en pierre autour d'une place centrale. C'est vraiment un joli village, authentique. Et c'est un village qui est intéressant parce qu'il y a aussi tous les commerces essentiels. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez à Montréal, dans le Gers ? Eh ben, je vous propose une maison qui est assez incroyable. C'est une maison ancienne en pierre qui est située en plein centre du village, qui est une structure médiévale du 14 et 15e siècle. Donc c'est vraiment une maison ancienne. Elle fait 420 mètres carrés sur 3 niveaux. Et actuellement, elle est répartie entre une surface commerciale au rez-de-chaussée, c'est une galerie à l'heure actuelle, et une partie habitation qui est à finir d'aménager au 1er et au 2e étage. Ouais, donc ça a l'air vraiment très sympa. Ouais. Surtout si on cherche du calme. C'est vraiment une maison qui est destinée à des gens qui cherchent une vie de village calme. Pourquoi pas quelqu'un qui a un profil artiste télétravail, certainement aussi. Voilà, ou télétravail, voilà, mais qui, en tout cas, peut avoir l'opportunité d'avoir une partie habitation et une partie destinée à sa profession. On est à quel prix pour ce bien ? On est dans un secteur où les prix sont assez accessibles. Donc, on est sur une maison de ce type assez incroyable à 234 000 €. Donc, ça peut faire réfléchir beaucoup de gens. 234 000 €, on rappelle, c'est l'enveloppe moyenne des Français d'ailleurs. Merci Laetitia Caron. Et on accueille Audrey Mulat. Bonjour Audrey. Bonjour. Bonjour Marc. Fondatrice, directrice du réseau Évidence Immobilier à Montpellier. Alors, avec vous, on part où ? On part entre la mer et Montpellier, à 15 minutes de la mer et 15 minutes de Montpellier, dans un petit village typique du sud de la France, vous savez, avec tout ce qui est fête taurine, etc. Et on est dans le village de Candillargues, collé à Mauguio. Ah, je connais, super. C'est super ce coin. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors là, je vais vous proposer un petit produit idéal pour les primo-accédants, les jeunes, ou alors pour de l'investissement. C'est un appartement qui a été construit en 2020 dans une toute petite résidence. C'est un appartement au premier et dernier étage, un appartement de 62 mètres carrés, mais surtout avec une terrasse plein sud de 30 mètres carrés. Et donc, c'est un appartement de 3 pièces, un T3, avec 2 chambres. Et le prix de ce bien ? On est donc pour une construction neuve qui a un DPE parfait, avec un DPE énergétique A, à 267 000 €, donc ce qui est très très raisonnable pour le quartier, pour le secteur. Merci beaucoup Audrey Mulat. Les images présentées des biens par Audrey Mulat et Laetitia Caron ce matin sont à trouver dès la fin de l'émission sur les réseaux sociaux de Sud Radio. On peut aussi et surtout appeler le standard de Sud Radio si on est intéressé par un de ces biens, 0826 300 300. Et tiens d'ailleurs du coup vous ne nous avez pas répondu Marc, vous choisissez laquelle des deux maisons ? Celle de Audrey. Celle d'Audrey ? Bon, alors tant pis pour le Gers. Moi, j'étais content de partir à Montréal. Vous inquiétez pas, Laetitia, on partira dans le Gers un jour. Restez avec nous sur Sud Radio. On parle IMO d'abord, revient samedi prochain. On parlera de quoi, Marc ? On va parler de la passion des Anglais pour l'immobilier français. Figurez-vous qu'en Angleterre, tous les ans, il y a des salons consacrés à l'immobilier français et des milliers d'Anglais s'y pressent, amoureux de notre pays. We love the Périgord, surtout sur Sud Radio. Merci à vous tous. N'oubliez pas le numéro 0826 300 300. Une question, un problème à résoudre. On est là pour vous répondre tous les samedis sur Sud Radio. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.